La tâche, messieurs, dames, était grande. Pas forcément difficile, mais grande. Il n'y avait pas forcément une pression énorme, encore une fois, mais attention quand même, c'est une série qu'on attendait au tournant. C'est même une série que j'étais étonné de ne pas voir plus discuter. C'est une série que j'étais étonné de ne pas avoir plus été clamée, puisque finalement on n'en a pas tant entendu parler que ça. Et pourtant, messieurs, dames, installez-vous très confortablement. C'est parti pour une petite critique, analyse, constat autour de la série Le Pingouin, The Penguin, évidemment quartiers de chez HBO, ça promet déjà évidemment, et surtout de la maison Matt Reeves, issu directement de l'univers de The Batman que j'avais énormément apprécié. Les gens le savent, hein, mais moi The Batman fait partie des grandes claques que j'ai pris récemment pour son travail esthétique principalement, pour sa photographie, pour son visuel exceptionnel, pour l'intelligence avec laquelle justement ils avaient compris Batman l'enquêteur, ce côté hyper sombre et gothique de Gotham, pour sa bande originale de Michael Giacchino extraordinaire, et puis pour cette nouvelle mouture de Batman qui était difficile et délicate évidemment à gérer, puisque on passait après Monsieur Chris Nolan, et même après aussi Zack Snyder, puisqu'on avait eu Christopher Nolan sur les versions de Batman de Christian Bale. On avait eu Ben Affleck en Batfleck qui avait été quand même globalement vraiment apprécié par les fans des comics. Robert Pattinson dans le rôle du Batman. Là, pour le coup, c'est vrai que sur The Batman, le pari était risqué. Le résultat avait été extraordinaire à mes yeux. Et effectivement, ce personnage que vous voyez juste là, le pingouin, par Monsieur Colin Farrell, et c'est pas rien, était donc l'un des antagonistes iconiques du film, qui maintenant a le droit à sa propre série. Et pour être tout à fait honnête, le pitch, il est simple. Juste après les événements du film de Batman, les explosions créées par l'homme mystère, etc., et justement les conséquences qui vont avec, nous suivons l'ascension d'Oswald Cobb, non plus maintenant appelé Oswald Cobblepot. Ils ont fait quand même un léger changement au niveau du nom du personnage. Maintenant, on l'appelle souvent Oz, hein, mais c'est Oswald Cobb, qui, eh bien voilà, a droit à 8 épisodes, me semble-t-il, du côté de chez HBO, pour asseoir son nom sur Gotham et pour gravir les échelons de la pègre et de la criminalité. Et la première question que j'ai envie de vous poser, évidemment, dans le chat, si vous avez vu la série, quelle note donnez-vous à The Penguin, le pingouin, et pourquoi est-ce une petite claque? Voilà, je vous le dis. Pourquoi est-ce que ce serait peut-être déjà un petit classique dans un monde où justement, eh bien, James Gunn a récupéré DC. On aura un nouveau Superman très prochainement. Alors, c'est quelque chose de complètement indépendant. On a James Gunn qui reformule un petit peu l'univers DC Comics. On a Matt Reeves qui, lui, s'occupe exclusivement de The Batman et de l'univers Batman, mais qui aura aussi, lui, son univers à part entière, avec la série sur le pingouin, de Batman 2 qui sortira, je crois, en 2026, si je dis pas de conneries. Peut-être d'autres séries qui arriveront évidemment. On a plusieurs teasings sur des potentielles continuités qui sont notamment étudiées dans le pingouin. Personnellement, moi je mettrais un bon 9 sur 10 parce que je vois pas grand-chose de négatif à dire à cette série, puisque c'est une série qui fait exactement tout ce qu'on attendait d'elle, tout simplement. Il y a un côté... Alors, il y a un côté très Gotham, il y a un côté très Batman pur, c'est-à-dire on retrouve le côté sombre et glauque et sordide de Gotham. C'est encore plus étudié parce que là, on va aller dans des quartiers qu'on n'avait pas vus. On va avoir notamment, avec le très bon personnage de Victor, pour l'instant je dis rien pour éviter les spoils, mais avec le très bon personnage de Victor, on va avoir aussi quelque chose que j'aime bien quand on fait des séries comme ça, justement, pour étudier et pour élargir des univers, et ben ce côté plus authentique, plus humain, plus à hauteur d'homme du commun des mortels qui vivent dans un univers extraordinaire, c'est-à-dire bah là, voilà, le commun des gens dans l'univers de Gotham, le commun de la pauvreté dans certains quartiers, etc. Même au niveau du travail du pingouin, c'est hyper intéressant. On retrouve ça évidemment dans la série. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que oui, on retrouve ce côté de Gotham très sombre. On retrouve un univers parfois assez gothique avec la même photographie que Batman, des séquences fortes, etc. Mais
Il y a aussi un petit côté soprano, je trouve. Pas étonnant, enfin je veux dire, c'est une formule HBO, hein, donc ça me choque pas plus que ça. Mais on retrouve un petit côté soprano, un petit côté vraiment, allez, on va dire série sur la mafia, série sur les cartels, où on a des jeux de dupes constants, où c'est un jeu d'échecs en fait sur 8 épisodes pour prendre le contrôle total de la pègre de Gotham, et c'est réussi, tout simplement. C'est parfaitement organisé, que ce soit par les rebondissements, que ce soit par l'intelligence avec laquelle la série va justement remettre, remettre sur son socle la série par rapport au film. La manière dont les deux sont emboîtés est subtile et très réussie. On a pas des caméos, mais on a des petits retours, on a des petites références à ce qui se sont passés dans les films. Mention spéciale de toute façon à l'idée de reprendre le thème principal de Batman sur la première séquence. Rien que ça, j'étais là genre, ok, je vais passer un bon moment. C'est la seule fois, je crois, où la musique de Michael Giacchino sera utilisée dans la série, la musique officielle justement de Batman. Mais rien que sur cette ouverture-là, en reprenant les plans d'ouverture du film Batman et en les mêlant à ce qui se passe actuellement en post dans la série, bah, c'est très bien amené. Et moi, oui, j'ai été assez impressionné par la qualité dans la série est parfois assez émouvante, mais aussi très dure dans sa narration, dans le traitement et le développement des personnages. C'est une série qui ne fait pas le tort qu'avaient beaucoup de films ou de séries avant elle. Je prends Suicide Squad par exemple, mais on le voit, hein, Suicide Squad, c'est une série sur les plus grands méchants de l'univers. Enfin, c'était un film sur les plus grands méchants de l'univers d'ici. Et au final, au lieu de rester des méchants, ils deviennent tous exceptionnellement gentils. Ils sont tous amis ensemble. Fallait pas toucher à mes potes, machin. C'est là que tu comprends que le film avait merdé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été capables de concevoir que le film puisse être bon si à un moment donné les méchants restent avant tout des méchants. On perdait complètement cette dimension de garder des antagonistes antagonistes. Quand bien même tu peux leur donner des phases émotionnelles, exemple Will Smith avec sa fille, et bah t'étais pas pour autant obligé de partir sur quelque chose d'assez larmoyant et puis qui tend presque sur de l'anti-héros devenu héros principal tout court. Ça, pour le coup, c'était pour moi pas intéressant. Là, c'est exactement ce que réussit à faire le Pingouin. Tous les personnages sont des antagonistes. Il n'y en a pas un à un moment donné, quand bien même tu peux avoir de l'empathie pour eux. Je pense notamment à la narration très juste qu'il y a entre Oz et sa mère, où il y a beaucoup de phases assez impressionnantes en termes d'acting, notamment, je crois, celle du dernier ou de l'avant-dernier épisode, où alors, il y a un twist au niveau de Oswald Cobb et de ses frangins, et où on apprend en fait que la vérité est sue par sa mère. Pour vous resituer la scène pour ceux qui ont vu la série, parce que j'essaie de pas trop en dire pour éviter les spoils, c'est évidemment le face-à-face où Oz est capturé par Sophia Falcon. Et je trouve cette scène d'une intelligence d'acting extraordinaire, d'une direction d'acteur, d'une intelligence scénaristique folle. Et c'est là, en fait, que tu peux avoir, aussi par beaucoup de séquences en flashback, et une sorte d'équivalent, pas d'origin story, mais de compréhension supplémentaire de qui était véritablement le pingouin. Tu peux avoir de temps en temps de l'empathie ou de l'émotion avec lui, mais ça reste un antagoniste. Et quand bien même l'empathie que tu as pour le personnage existe ou non, ou est réelle, voilà, il te ramène toujours sur de la violence, sur de la dureté, sur un homme sans foi ni loi, cruel, audacieux, prêt à tout, sans code d'honneur ou presque. Alors lui, il dit qu'il en a un, mais c'est vrai que son code d'honneur est quand même très particulier. Il en a un qui lui est propre, on va dire. Mais je trouve ça très fort, moi, qu'ils aient réussi justement à faire en sorte qu'il reste l'antagoniste qu'il doit être, comme tous les autres personnages, que ce soit ceux de la mafia, que ce soit ceux de différents cartels, que ce soit Sophia Falcon, que ce soit Julian Rush, le docteur incarné par Theo Rossi, que j'aime énormément, qui lui aussi, on le voit, cache des choses, à mon avis, assez obscures. Ouais, ça a ce côté un peu ne vous fiez à personne, ne vous attachez à personne, mais ce coup-ci parce que finalement, aucun ne le mérite vraiment. Et j'ai trouvé que ça allait vachement bien, en fait, avec l'idéologie de Gotham. Petite claque pour les raisons suivantes. Un casting sensationnel, une photographie sublime et totalement d'accord avec celle de Fraser sur The Batman. Ouais, alors au niveau de la photographie, Preach, The Batman est quand même... The Batman est
moins diversifié. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, et ça je peux le comprendre, je me le suis dit au fur et à mesure de la série, tu peux pas faire le pingouin et faire une série qui se passe que de nuit, avec tout le temps la même photographie, le même visuel que The Batman. Ça aurait été un peu redondant. Là, c'est vrai que je trouve que limite le pingouin en termes de photos et de... il y a 8 épisodes, il y a beaucoup plus de temps aussi, hein, donc forcément ça aide bien. Je la trouve plus variée. On varie plus les décors, on varie plus les environnements. La photographie peut être parfois chaude, sombre, obscure, mais aussi plus terne par moment, notamment quand on est de jour. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça donne vraiment le côté poussiéreux d'une ville sale. La ville, en fait, de Gotham, c'est une personnification, hein. C'est-à-dire que la ville, comment tu la vois, les quartiers, comment tu la vois, c'est que la personnification de l'âme des personnages, où tout est sale, tout est crade, etc. Je trouvais qu'on retrouvait ce côté lentille sale, pas étonnant, ils ont pris les mêmes objectifs. Ah oui, ça oui. Oui, oui, le côté, bah, c'est ce que je disais, Preach, ouais, le côté très poussiéreux, très sale, très morbide, ça tu le retrouves. Mais dans quelque chose de plus varié parce qu'on a plus de décors. Une exploration fascinante de ce personnage qu'est le pingouin et le monde du crime de Gotham, une expansion de l'univers parfaite, un show qui assume de suivre un criminel qui fait des horreurs, une œuvre qui arrive à être indépendante malgré le fait qu'elle s'inscrit dans une plus large fresque. Oui, parce que je pense que le pingouin, tu le regardes en tant que tel, t'as pas forcément besoin. Moi, en tout cas, j'ai trouvé. Hein. Tu regardes le pingouin, t'as pas forcément besoin de connaître DC ou d'avoir vu The Batman pour apprécier. Globalement. Tu peux très bien apprécier la série sans être passé par The Batman avant. C'est mieux. T'es plus au courant notamment de ce qu'était Carmine Falcon et puis de toutes les subtilités de narration et de toutes les références que la série fait. Mais en tout cas, moi, je trouve que oui, il y a une étude du personnage qui est excellente. Hein. Question pour toi, il aime sa mère ou pas? Pour moi, sa mère est juste son ego. Il veut simplement le garder en vie pour lui montrer qu'il a réussi, mais il ne ressent aucun amour pour elle. Il ne l'aime pas, même à la fin, quand elle est en légumes. Il la laisse en vie. S'il l'aime, il la laisse partir. C'est un égoïste. C'est une vraie question. C'est pour ça que l'étude du personnage est hyper intéressante. Merci pour les 100 bits, la Pulga. Mais je pense qu'en fait, il y a un peu des deux. Je pense qu'il n'y a pas de réponse particulière. C'est un des axes, moi, qui m'a le plus marqué. Et je pense, là, on va parler d'acting pur, que Colin Farrell et les deux comédiennes qui jouent donc la mère du pingouin et Sophia Falcon seront au Emmy et au Golden Globe. Ils livrent des performances exceptionnelles. Je vous redis, la scène du face-à-face entre Sophia, la mère du pingouin, qui lui dit enfin qu'elle le déteste, etc. Et lui qui est devant, en train de hurler, machin. Enfin, il y a des moments d'acting qui sont époustouflants là-dedans. Et moi, tu vois, je pense que c'est vraiment un mix des deux. Je pense que le pingouin, il a un besoin énorme d'approbation. Il a un besoin énorme de qu'on lui dise que ce qu'il fait c'est bien et qu'il a réussi parce que il est incapable de se le dire lui-même. Et le meilleur moyen pour d'y arriver, c'est sa mère. Et il a aussi un ego surdimensionné et peut-être un complexe aussi qu'il pouvait avoir à l'époque justement avec ses frères, un complexe d'infériorité qui faisait que il avait ce besoin absolu de pervers un peu narcissique, hein, c'est-à-dire ce besoin d'avoir toute l'attention tout le temps, tout le temps, tout le temps et d'être le seul et unique à avoir l'attention, notamment de sa mère puisqu'elle était la seule à pouvoir s'en occuper. Donc ça, oui, je suis d'accord. Par contre, je pense qu'il l'aime, mais je pense qu'il l'aime un peu comme un enfant. Je pense qu'il l'aime un peu comme un enfant et je pense qu'il l'aime quand même parce que je vais prendre deux séquences particulières. S'il l'aimait pas, moi je m'étais dit ces deux arguments ça. Ces deux arguments-là, pardon. S'il l'aimait pas, je pense qu'il ne l'aurait pas sauvé au moment où Sophia et Theo Rossi tentent de le tuer dans le dernier épisode, je crois. Je pense pas qu'il l'aurait sauvé. Après avoir entendu tout ce que sa mère lui a dit, etc., je pense qu'il aurait eu une expiation. Et... Allez, non, je pense qu'il l'aurait pas sauvé. Je pense que là, c'est l'amour qui a parlé. Par contre, la dernière séquence où elle est dans le penthouse, en haut, là, il lui dit, regarde, voilà, c'est ce que tu as toujours voulu. On le voit dans le regard, en fait. Il est surtout content pour lui. Il lui dit, c'est ce que j'ai toujours voulu, etc. Et en fait, tu vois dans son regard qu'il lui donne ça
mais qu'il est surtout content de lui avoir donné parce que c'est lui qui lui a donné et il est content de lui y être arrivé. Parce que ce qui compte, c'est lui. Et ça, Sophia, elle le dit régulièrement. Elle dit, écoute, toi, en fait, ta grande force, c'est justement que tu n'aimes personne. T'as pas d'attache. Mais là, on le voit que c'était quand même quelque chose qui était une faiblesse, sa mère, parce qu'il a failli, justement, tout perdre euh, à cause de le kidnapping de sa mère. Donc je pense qu'il y a un peu des deux et qu'il y a des nuances à avoir. Je pense que l'amour est réel, mais c'est un amour d'enfant qu'il a toujours eu, parce qu'il y a une part de lui qui a peut-être pas grandi là-dedans. Et je pense aussi qu'il a une part de j'aime le fait qu'on m'aime. Parce que j'aime rien de plus que moi et j'ai envie qu'on me dise que je suis extraordinaire. Côté très pervers narcissique. Et ça, à mon avis, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Hein. Ça fonctionne très bien. Par contre, après cette série, je n'ai qu'une hâte que Batman le confronte dans le second film et que Oz reçoive enfin ce qu'il mérite. Euh, Colin Farrell a signé pour 3 films. Ce sera pas dans le deuxième. Moi, j'ai hâte, alors notamment par rapport au plan final, qui est d'une intelligence énorme. Alors attention, là, on va passer dans les parties un petit peu plus spoiler. Donc vous le saurez, hein, quittez la vidéo si vous n'avez pas tout vu, ou quittez le live si vous êtes en live évidemment, puisque ce sera en rediffusion sur YouTube. Le dernier plan, je le trouve d'une intelligence exceptionnelle, avec le fait que ça y est, le pingouin a enfin réussi, et c'est là maintenant que, voilà, Batman commence à se dire, je vais peut-être remener l'enquête parce que là, ça peut plus durer. J'ai trouvé le dernier plan iconique, enfin vraiment superbe. Et ça me fait justement penser à ce côté très dérangé qu'a le pingouin et cette espèce de fascination pour sa mère. Il en est quand même au stade de demander à une prostituée de s'habiller comme sa mère et de lui dire dis-moi que j'ai réussi, etc. C'est ça aussi qui est important. On peut pas dire je pense qu'il l'aime pas et qu'en fait il cherche que son approbation, etc. Parce que dans ce cas-là, en fait, ça pourrait être n'importe quelle personne. S'il avait ce besoin d'attention ultime et que tout le monde l'aime et que tout le monde lui dise qu'il a réussi, ça serait pas forcément sa mère. C'est que sa mère, en fait, bah, c'est tout pour lui. Ou c'est presque tout pour lui. C'est pour ça qu'il demande ça. Mais ça a un côté très complexe d'Oedipe. Hein. Ça a un côté vraiment très très glauque. Je crois que le complexe d'Oedipe, c'est tuer le père pour coucher avec la mère. Là, en gros, c'est tuer les frères pour avoir la mère uniquement en son sein. Donc c'est costaud. Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est que tu as ce rapprochement-là vis-à-vis du pingouin, donc très émotionnel, où il peut faire des dingueries, mais aussi parfois être assez émouvant. Et quand on voit ce qu'il a vécu étant enfant, etc., les choses qu'il a faites, on peut se dire, tiens, on a un peu d'empathie. Une des scènes, moi, qui m'a quand même marqué, parce que je la trouve d'une puissance énorme et d'une prise de risque assez folle, c'est la mort de Vic. Vic, qui est le seul personnage humain, alors qui bascule du côté obscur, mais qui garde quand même ce côté noble, c'est-à-dire que il travaille pour le mal, mais c'est quelqu'un de bien. Soyons honnêtes, Vic, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est quand même porté sur l'autre, etc., qui veut faire les choses correctement, qui éprouve énormément de remords quand il va faire une victime. Vic, c'est le stéréotype de quelqu'un de manipuler, mais de quelqu'un de bien qui œuvre malheureusement du côté obscur, mais en pensant, lui, pourquoi pas épouser une cause noble. Parce que, voilà, remettre la lumière à Crown Point et puis des choses comme ça, lui, il pense aussi évidemment à son quartier ou à des choses comme ça. Et lui, qui est un personnage touchant, et qui est la seule connotation humaine, qui est le seul personnage où on se dit, tiens, celui-là est humain, finir par le tuer comme ça, des mains du pingouin qui dit, tu vois, en fait, bah, l'amour, ça tue, la famille, c'est pas bien, je veux plus vivre ça, je veux plus vivre ça. Je m'attendais pas à ce que Vic disparaisse aussi brutalement. Ça, c'est une scène extrêmement réussie. C'est une scène extrêmement réussie. Parce que pour le coup, j'ai été assez choqué et je me suis dit, putain, c'est là que tu vois que le pingouin est bien écrit en termes d'antagoniste. Mais que ce soit ça ou le fait de brûler la femme et l'enfant de salle en les regardant comme ça, limite excité de voir ce qui lui arrive. Enfin, il y a des choses qui sont quand même, très fortes. Il en est à un stade où il a toujours un coup d'avance sur les autres. Tuer Sofia Gigante ou Sofia Falcon, hein, ça dépend comment vous l'appelez, on va dire la famille Gigante. Donc tuer Sofia Gigante sur la fin, c'est trop facile pour lui. Il sait très bien qu'il a beaucoup plus à gagner à œuvrer dans les autres autorités et à se faire bien voir et un peu mousser de tout le monde en étant dans les petits papiers de la loi, plutôt que simplement la tuer et assouvir une vengeance qui serait même moins intéressante. Parce que Sofia, elle était prête à mourir. Elle était jamais, à aucun moment, prête à retourner à Arkham.
C'est ça qui est diablement brillant. Le pingouin est un personnage diablement brillant. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on le dépeint d'une manière qui n'était pas trop faite dans les films et dans les jeux avant. J'ai toujours trouvé que, peut-être pas dans le film, mais en même temps, c'est Danny DeVito, etc. C'est vrai qu'avec Tim Burton, ça avait toujours ce côté un peu détonnant, c'est-à-dire pas complètement sérieux. Et j'ai trouvé que dans les jeux, c'est pas qu'il passe un peu pour un idiot, mais on voit régulièrement que le pingouin, c'est la quête secondaire, quoi. C'est-à-dire, c'est le personnage, tu sais que t'es au début de la partie, et puis le pingouin, bon, voilà, il a quelques sbires, etc., mais c'est pas la menace ultime. Là, je trouve qu'il est extrêmement menaçant. Et c'est bien de l'écrire comme ça, parce qu'un personnage comme le pingouin, dans un monde ultra réaliste, parce que là, de la même manière que The Batman de Matt Reeves avait incorporé Batman à un Gotham sombre, mais ultra réaliste, on n'est pas dans du Justice League ou des choses comme ça. Là, on est dans un truc où on touche un peu à la réalité. Il y a beaucoup de politique dans le film, il y a beaucoup de politique aussi dans la série. Et je trouve ça assez brillant, moi, d'en avoir fait un maestro intelligent comme ça, pour réécrire et réadapter le pingouin autrement. Vic m'a grave touché tout du long de la série, tu sentais vraiment qu'il avait de l'affection pour Oz, et au final, sa loyauté n'est jamais récompensée. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la série te fait comprendre que la loyauté, en fait, c'est comme l'amour, c'est un ennemi. Ça me fait limite penser... Enfin, ça me fait limite penser au film Réussir ou Mourir, où Majestic dit à Marcus jamais d'amour, en fait. L'amour, ça vous tue. Et c'est un peu ça, en fait. C'est ne jamais se laisser duper par ses émotions. Alors, pour le coup, la loyauté est très importante dans Réussir ou Mourir, mais là, tu sens qu'en fait, euh, pour moi, le pingouin n'a pas de code d'honneur, si ce n'est le code d'honneur qui est le sien, qui va de son côté et qui sert ses intérêts. Je pense que le pingouin en a rien à foutre des habitants de Gotham. Je pense que, et ça, il le dit, hein, mais le pingouin, dans son fort intérieur, n'en a rien à foutre des habitants de Gotham. Je pense qu'il en a rien à foutre des petites gens. Je pense qu'il en a rien à foutre de tous les cartels qui se disent, quand il leur fait des speeches, voyez comme on est traité comme des merdes, etc. Vous vous rendez compte à quel point... Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est prendre le pouvoir. Et il est prêt à manipuler tout le monde pour le savoir. Et je vous pose la question, parce que je me dis, tu vois, j'étais en train de parler là, puis je me dis, écoute, est-ce qu'en fait, c'est pas plus malin que ça? Est-ce que vous pensez pas que quelque part, il y croit, lui? Dans sa folie, parce qu'il y a un côté un peu dingo chez le personnage, est-ce que vous pensez pas qu'il y croit à ce qu'il dit? Mais qu'en fait, le naturel revient au galop, et le naturel, c'est avoir un ego surdimensionné et tout faire pour prendre le pouvoir, contrôler les cartels, etc. Mais quelque part, je me demande si parfois, dans la nuance du personnage, on pourrait pas se dire, est-ce que finalement, il y croit pas à ce qu'il dit? Mais que, avec lui, c'est pas possible, l'envie de prendre le pouvoir est trop forte. Personnellement, je pense que Vic, il a un vrai attachement pour Vic. Vic a de l'affection pour Oz. Personnellement, je pense que Oz a aussi de l'attachement pour Vic. Je pense qu'il a aussi de l'attachement pour Vic. C'est juste qu'à un moment donné, le naturel reprend ses droits, quoi. C'est vraiment un maître manipulateur. Il sait se donner en spectacle, mais je pense pas qu'il croit à tous ces bobards. Et tu vois, moi, étonnamment, je me dis qu'il aimerait y croire. Donc il y a des choses comme ça où on pourrait se dire, tiens, étonnant quand même. Mais c'est vrai que c'est un grand stratège. C'est un très très grand stratège. Comme tout pervers narcissique, il croit à ce qu'il dit. Ah, je pense qu'il y a une part de ça. C'est pour ça que je disais que c'est très nuancé, en fait, de se demander qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce qui pourrait bien arriver sur le traitement avec sa mère. Tout au long de la série, on se pose la question. Je pense qu'il y a une part de lui qui l'aime vraiment. Mais il y a aussi une part de lui pervers narcissique qui a surtout besoin que tout tourne autour de lui. Raison pour laquelle il a fait ça dès qu'il était enfant. Oui, s'il tenait pas à vie, qu'il l'aurait pas tué, c'est là tout le paradoxe. Et c'est ça qui rend la série ultra brillante. Et c'est ça qui rend le personnage aussi hyper intéressant. Je l'avais remarqué de toute façon dans The Batman, il n'y a pas la frontière entre le bien et le mal, disons, est infime. Regardez à la fin de la série, Selina Kyle envoie une lettre à sa sœur qui est nulle autre que, sa demi-sœur, Sophia Falcon, Gigante. Est-ce que Selina Kyle ne deviendrait pas une prochaine antagoniste? Parce que Catwoman a régulièrement été une antagoniste. C'est pas tout le temps une anti-héros ou une héroïne. Donc à partir de ce moment-là, on est en droit de se dire la lisière entre le bien et le mal est toujours différente. Hein. Tu te reconnais par certains points de sa personnalité au niveau de la tourmente? Oh non, bah non. Non, non, bah non, non, c'est du cinéma. Je veux dire, là le pingouin,
Moi, je suis déjà content de pouvoir gagner avec mes U15 et d'avoir pris le contrôle d'une équipe de jeunes au basket. J'ai pas la prétention de pouvoir prendre Gotham. Non, moi, c'est des personnages qui me fascinent parce que je les trouve en fait d'une richesse dans tous les domaines excellente. Mais non, j'ai pas de non, j'ai pas de similitude. Valentine, disons que pendant un temps, je pouvais, à un moment donné, j'ai compris que la vie des autres avait pas beaucoup d'intérêt. Et maintenant, j'arrive à vivre sans forcément prendre en compte la vie des autres. Pendant longtemps dans ma vie, tu vois, la vie des autres avait une importance trop grande, qui, du coup, bah, me structurait un peu les choses que je faisais ou les décisions que je prenais. Je les prenais de mon propre chef, mais je voyais que c'était l'idée. Mais on est loin de l'idée du pervers narcissique qui doit avoir l'approbation absolue du moi, et d'être comme ça. J'avoue que la question est bizarre, Valentine, parce que Manu regarde, disant juste à l'instant que c'est un pervers narcissique, je suis en mode bon, bah non, du coup. Non, 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 c'est loin de mon personnage. Mais, euh, mais non, oui, oui, lui, il a un truc qui est très manipulateur. Enfin, il est bien plus intelligent, lui, que je le serais jamais, de toute façon. Hein. Je veux dire, il est bien plus intelligent qu'une bonne partie des gens qu'on peut connaître sur notre bonne vieille planète bleue. Hein. Mais c'est un maestro des mots, de la manipulation, c'est un orateur. C'est un orateur. Et c'est là aussi qu'il faut saluer la performance de Colin Farrell. Colin Farrell est monstrueux dans le rôle et il donne lui justement ce côté orateur magnifique, capable d'enflammer les foules et puis d'être une teigne, je veux dire, d'être englué, etc. Hein. J'ai pas vu la série, mais dans ce genre de série, souvent il y a un background et je parlais plus de ça. J'ai pas vu la série, mais dans ce genre de série, souvent il y a un... Ah bah le background est étudié là. Le background du pingouin est étudié. Mais alors c'est des choses que je sais pas si dans le chat il y a des gens qui ont vécu des choses similaires sur peut-être un manque d'amour maternel ou un besoin d'amour maternel énorme à outrance mais moi c'est pas des trucs qui me enfin, moi tout allait bien donc j'ai pas eu ça du tout. Lui, il a un besoin mais que ce soit enfin c'est surtout sa mère mais même en règle générale, tu le sens qu'il a besoin d'être en haut, de gravir les échelons, de manipuler, de faire ça et c'est ça qui le rend extrêmement complexe. La famille Falcon est tout aussi complexe aussi. Moi, j'ai trouvé que l'actrice qui joue Sofia Gigante est exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle est d'une froideur et d'une noirceur d'un côté très monolithique, sans expression, mais qui joue parfaitement avec le personnage. Et en plus, elle aussi, hein, elle embrasse le rôle de l'antagoniste à la perfection, parce que c'est vraiment une ordure finie. Mais on comprend le background. On comprend le passif, on comprend tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a vécu. Donc c'est pas manichéen. C'est vraiment ouais, un travail de narration. Où d'ailleurs, disons-le, l'épisode, ça je le rappelle, hein, mais l'épisode de 4, me semble-t-il, du Pingouin, qui est donc un épisode centré autour de Sophia, est l'un des épisodes les mieux notés de tous les temps, de toutes les séries confondues. 9,10, 9,5 je crois, ou 9,7, ou 9,17, je sais plus, sur, sur, sur tous les sites possibles et imaginables. C'est un des épisodes les mieux notés de tous les temps. L'épisode final du Pingouin est lui aussi un des épisodes les mieux notés de tous les temps. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de hasard. Hein. Et tu vois, l'épisode 8, s'il est mieux noté, c'est-à-dire qu'on a 2 épisodes des mieux notés de tous les temps, sur IMDb et les autres sites. C'est-à-dire qu'ils ont mis la barre très haute. Le final, pour moi, est grandiose. Mais le final, pour moi, il penche même sur l'épisode 7. C'est une grande continuité. En fait, est-ce que c'est pas une étude d'une certaine masculinité? Pas dans le sens où, que je précise, en faiblesse. Bah, par rapport à ce que je disais, oui, sur le besoin de reconnaissance, sur le complexe d'Oedipe, sur la... Si, ça peut être une structure, pas dans le sens woke, ouais, mais de cette masculinité toxique. Mais je pense que ça va au-delà du clivage homme-femme. C'est-à-dire que lui, en fait, dans la série, il y a aucun moment homme-femme, tu t'en fous. Parce que dans ce cas-là, je pourrais dire une étude d'une certaine féminité vis-à-vis du personnage de Sofia Gigante, mais je pense que ça va pas vraiment dans ce sens-là. On est plutôt là dans la pègre pure
et dans l'étude de personnages qui étaient, dès leur naissance, prédestinés à être des antagonistes. Et que la vie n'a pas aidé, en fait. Et qui a fait de ces personnages-là tourmentés des vrais antagonistes. Donc moi, je trouve que c'est assez brillant. Puis ça donne des pistes pour la suite. J'en parlais tout à l'heure, mais si vous avez vu, je crois que c'est dans l'épisode 4, dans le bureau d'un certain Julian Rush, on voit le gant et le masque de l'épouvantail. À savoir que Theo Rossi devait jouer normalement le docteur Jonathan Crane avant de se voir attribuer le rôle de Julian Rush. Est-ce que ça veut dire que c'est un easter egg et que Julian Rush a déjà, en tant que docteur, essayé un traitement sur Jonathan Crane? Est-ce que ça veut dire qu'il a connu l'épouvantail, qu'il s'en est occupé médicalement? Est-ce que ça veut dire que Julian Rush, en fait, c'est un pseudonyme et qu'il est véritablement Jonathan Crane et que c'est lui l'épouvantail? Est-ce que Julian Rush, c'est comme Oswald Cobb, c'est-à-dire que là, c'est pas Oswald Cobblepot, c'est Oswald Cobb, et que le Jonathan Crane de DC est devenu Julian Rush pour l'univers de Matt Reeves, et que c'est lui qui prendra justement la disposition de l'épouvantail. Est-ce que l'épouvantail, du coup, sera un des antagonistes majeurs des prochaines saisons ou pour voir des prochains films, etc. Et qui travaillera avec Sofia Gigante. Les deux ensemble pourraient faire un truc tonitruant. Oui, et ça donne beaucoup de pistes. Perso, j'ai commencé à penser à un teasing de l'épouvantail dès que Paradis a été introduit, une drogue venant d'Arkham. On a la base parfaite pour un prototype de la drogue de la peur de l'épouvantail. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, justement, oui, ça donne des pistes pour la suivre. Ça donne des pistes pour la suite parce que tout est structuré de telle manière qu'on se dit, ah tiens, rien n'est laissé au hasard, tu vois. Tu vois un petit peu les différentes thèses. Je sais pas si tu as remarqué, Preach, mais il me semble que c'est dans le dernier épisode. Est-ce que tu vois le tribunal où le pingouin, je crois que c'est dans cet épisode-là, le tribunal où le pingouin essaie de se rapprocher de la haute, etc. Et ben, il me semble que les rideaux sont en forme de hibou. Est-ce que du coup, ça tisse pas la cour des hiboux? Tu vois, c'est vraiment des tout petits détails. Mais les rideaux sont en forme de hibou. Et tu pourrais dire, est-ce que ce sera le futur siège de la cour des hiboux ou des choses comme ça? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ça peut aussi partir dans cette configuration où Matt Reeves et ceux qui chapeautent le pingouin ne veulent plus partir sur encore et encore et encore toujours les mêmes antagonistes et donner aussi aux fans ce qu'ils veulent voir. Depuis combien de temps les gens veulent voir la cour des hiboux? Depuis combien de temps les gens veulent voir la cour des hiboux? Là, ce serait une possibilité. Puis il y a des séquences... Enfin, moi, il y a des séquences qui me rappellent aussi beaucoup de Batman, hein, dans les face-à-face, dans la précision des dialogues, dans la direction d'acteurs, dans certaines séquences d'action, mais qui n'en sont pas vraiment, puisqu'elles sont toujours assez courtes. C'est-à-dire le propos est vraiment sur l'homme, sur l'ultra-réalisme. Tout ça, moi, j'aime bien. Hein. Et ça tombe bien, car il y a 2 jours, Reeves a dit la suite et tu diras pourquoi Gotham serait maudite depuis si longtemps si ça ne fait pas du teasing pour la cour. Ah bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. Mais parce que je pense qu'il veut aller plus loin, que ce qui avait déjà été fait avant. Une série sur le Joker qui s'évade de Arkham serait mon rêve. Pourquoi pas aussi, hein. C'est-à-dire, il a pas inclus... comment il s'appelle déjà Barry Keoghan pour le plaisir. Forcément, si Barry Keoghan est là, c'est aussi pour qu'on lui donne du crédit, et je pense que le personnage reviendra. Tu penses que l'univers de Batman va rester terre à terre avec des méchants sans super pouvoir à l'inverse d'un Doomsday? Alors oui. Cependant, je pense que The Batman réussira à faire mieux. Il réussira à rendre des personnages extraordinaires ordinaires. Comme l'avait fait, par exemple, Christopher Nolan avec Bane. Bane, il n'a pas grand-chose de réel, techniquement parlant. Surtout quand tu vois le personnage de base de chez DC. Pourtant, il l'a rendu ultra réaliste. Je pense que là, ce sera pareil. Un mec comme... on avait parlé, par exemple, de l'homme d'argile. Je suis sûr que Matt Reeves serait capable d'en faire quelque chose de réaliste. Un Killer Croc, un Joker, un épouvantail, des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il réussirait à rendre le film réaliste, mais en même temps dans du surnaturel. Je rêve de voir Man-Bat dans l'univers de Matt Reeves. Imaginez par exemple Man-Bat, mais tu sais, dans un côté un peu la mouche de David Cronenberg.
Genre un truc très sale, très glauque, machin et tout, mais avec Batman et tout, et dans un truc réaliste. Mais ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Moi, je veux voir un Black Mask dans cet univers. Quand Oz sera installé au pouvoir, un concurrent sérieux pour son business, bah ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis surtout, Black Mask, c'était pas le grand méchant de Birds of Prey, là, qui était éclaté, Ewan McGregor, même lui, le pauvre, on se demandait ce qu'il foutait là. Ce serait bien de lui rendre ses lettres de noblesse. Un Zaz. Vous vous rendez compte de la purge qu'on a eue dans Birds of Prey avec Zaz, où j'étais là, genre, mon Dieu, c'est pas possible. Un Zaz comme antagoniste de la série ou des films, avec tout vraiment les trucs un peu à la Batman Arkham City et tout, waouh, enfin, tu pètes un plomb hein, si c'est bien géré. Hein. Il peut y en avoir plein. Et l'avantage, c'est que si lui, à un moment donné, il veut pas faire dans le déjà vu, il a un nombre de personnages à travailler énorme, surtout s'il y a des séries à côté et tout. Rien que le fait d'avoir les Falcon et Sophia Falcon, alors j'ai plus le nom, c'est le tueur au pendu, la tueuse au pendu. Il me semble qu'on l'appelle comme ça. C'est un personnage des comics qui existe vraiment. Enfin, je veux dire, là, il y a eu des comics sur elle, voilà. Sophia Falcon, Sophia Gigante, elle existe vraiment. Donc là, ils sont allés piocher dans des comics beaucoup plus méconnus, si j'ose dire, que les autres. Ça, oui, je pense que ce sera un univers mafieux, où Gotham sera sans espoir aucun. La cour des hiboux, c'est les antagonistes parfaits pour permettre au Batman de Reeves de mettre en avant son côté Bruce Wayne. Ouais, carrément. Carrément. Et il est bien, son côté Bruce. Mais tu sais que j'y ai repensé en plus, Pritch, je me suis dit, putain, tu te rends compte que dans The Batman, on avait Andy Serkis. Même Andy Serkis, il était tellement sombre en Alfred et tout. Enfin, genre, tout était tellement réussi, quoi. Et là, t'inclus cette série-là et tu te dis, ça s'embrique parfaitement avec le film. On reconnaît totalement l'univers, ce côté lugubre, sans espoir, machiavélique. Et par contre, le pingouin en ressort complètement différent. Souvenez-vous quand même du pingouin dans le film Batman, c'est un laquais. Hein. Vraiment, le personnage, il déballe tout au bat. Il n'est pas loyal pour un sou. C'est un chauffeur, directeur de boîte de nuit. C'est un peu un larbin. Hein. Là, on l'a fait gravir les échelons de manière réaliste, et c'est brillant parce que tu te dis, l'évolution du personnage est complètement folle. Complètement folle. Puis tu retrouves des têtes connues, c'est cool, mais t'as l'acteur de Starship Troopers qui était aussi dans Lost, qui était aussi dans Detroit Become Human, qui joue Sal, l'un des grands noms de la mafia de Gotham. Lui, pareil, le retrouver, ça fait toujours plaisir. T'as quand même des petits, t'as quand même de bons acteurs. Hein. L'épouvantail, ce serait aussi l'occasion parfaite pour partir dans des visuels oniriques sans partir dans du fantastique. Ouais. Ouais, oui, alors oui. Après, moi, je te dis, pour moi, en fait, la balance, c'est encore une question de nuance. La balance est telle que je pense que même dans un univers réaliste comme celui qu'il a fait dans le premier, tu peux inclure enfin, ouais, du fantastique. C'est pas vraiment de la SF. Moi, je veux pas de Batman qui rencontre Superman et qui va aller sur d'autres planètes. Non, pas chez Matt ça, je m'en branle. Par contre, je leur dis, hein, mais Gueule d'argile, Man-Bat, l'épouvantail, des antagonistes comme ça, des As, le Chapelier Fou, dans l'univers dans l'univers de Matt Reeves, c'est super. Hugo Strange. Moi, Hugo Strange, je le trouverais cohérent aussi dans The Batman. Je le trouverais cohérent parce que c'est des mecs, en fait, ils peuvent être surnaturels, mais ils arriveront, je pense, à s'acclimater au genre. Il suffit de voir les visuels de la scène de PTDS de Vig. Je trouve que visuellement c'est fantastique, mais que ça reste terre à terre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui sont ultra intéressantes là-dessus. Alors, il faudrait pas en fait que on se dise, bon, en gros, on a une photographie nouvelle, mais c'est un peu ce qu'avait déjà fait. C'est un peu ce qu'avait déjà fait Chris Nolan. Parce que c'est vrai que Chris Nolan, tu vois, il avait tellement fait du réaliste en mettant déjà ces personnages-là, que si on refait un peu la même chose, ça fera redite. Faut pas tomber dans la redite, mais j'ai confiance en Matt Reeves, je pense pas que ce sera le cas. Hein. On parle de l'acting de la folie dans l'épisode 4, celle qui se suicide à la fourchette. Mais non, mais tous les acteurs, la direction d'acteur est exceptionnelle. Ça, c'est une scène qui marque alors qu'elle dure quoi, 5 minutes.
Enfin, elle est présente plus longtemps, hein, parce qu'elle a quand même tout un arc dans cet épisode-là, mais ouais, c'est fou. Le regard de Théo Rossi sur Sofia Gigante, ce regard fasciné, amoureux, presque hypnotisé à chaque fois qu'il la voit. Moi, je trouve que c'est un acteur excessivement sous-coté, Théo Rossi. C'est merveilleux ce qu'il est capable de faire. Tu penses qu'on aura un Robin, genre Jason Todd, qui devient Red Hood? Non. Bah non, parce qu'en fait, comme Batman est jeune, je pense pas qu'il aura le temps. Alors après, ça dépend. Est-ce que Robin a déjà eu une version dans les comics où il est Robin avant de connaître Batman? Parce que si on doit partir du principe que c'est Batman qui le forme, non. Parce que Batman est trop jeune. Je le vois pas, voilà. Mais si jamais on pouvait avoir un Robin qui n'a pas besoin ou qui s'émancipe de Batman pour devenir un Robin ou un Red Hood ou même un Nightwing ou des choses comme ça. Un Nightwing, c'est encore autre chose, mais je parle de la présence de Nightwing. Je sais pas. Là, pour le coup, j'en sais rien. Et par contre, aussi grosse attente, voir le Batman de Reeves dans un univers hivernal, ça va être fantastique. J'espère que Fraser reviendra pour la photo. Bah, tu sais que moi, Preach, du coup, ça m'a un peu décontenancé. Je me suis dit, est-ce que The Batman 2 sera dans un univers hivernal ou est-ce que le pingouin nous a donné déjà le Gotham hivernal? Comment va se configurer The Batman? J'imagine que quand le film sortira, il sera obligé de répondre à la question sur le pingouin, puisque c'est quand même ce que nous tease la fin de la série. En toute vraisemblance, le film de Batman de 2026 devrait être dans la continuité même du pingouin, donc être un film aussi hivernal. Ce sera un film de Noël. Incroyable. Film Batman de Noël. Mais possible aussi que ce soit autre chose. Prise a confirmé que le 2 commencerait peu de temps après la série. Ah, et peu de temps après, mais peu de temps après, ça peut être 6 mois. Hein. C'est pas beaucoup de temps après. Hein. Genre, on n'a pas une ellipse de 6 ans, quoi. Alors que le film est déjà sorti il y a 2-3 ans, tu vois. Il aurait pu faire comme les Jurassic World. C'est-à-dire, en gros, le film se déroule à une année, puis quand le 2 il sort, le 2 il se passe à l'année, en gros, où le film sort. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans qui se passent entre chaque film. Là, lui, il a pas l'air de vouloir faire ça. Moi, j'aimerais bien. Je pense que oui, de Batman. Moi, j'avais toujours dit de toute façon que je voulais une quadrilogie. J'aurais bien aimé une quadrilogie, moi, sur The Batman, et j'aurais bien aimé qu'il fasse les 4 saisons. Octobre, hiver, printemps, été. Avec des thèmes à chaque fois. Halloween, l'hiver, et puis après, printemps et été, il aurait pu faire d'autres choses. Pourquoi pas une canicule à Gotham, avec une pénurie ou des choses comme ça, ou... Enfin, il y a trop de choses à gérer de manière politique, réaliste, avec le Bat et tout, qui mettrait le chaos et la ville sans dessus-dessous, et que Batman, justement, est obligé de travailler, ou une évasion massive d'Arkham, où du coup, il y a un peu comme Arkham City, il y a toute une partie de Gotham qui est devenue Arkham, ou des choses comme ça. Il y a tellement de possibilités. Après, personnellement, les deux univers... Alors, j'adore les Batman de Burton. Évidemment, les Batman de Christian Bale sont parmi les meilleurs. The Dark Knight, si c'était le meilleur. Moi, les univers, pour moi, les plus représentatifs de ce que j'aime dans Batman, c'est le The Batman, l'univers de Matt Reeves et l'univers des jeux vidéo. Personnellement, je considère que le jeu vidéo Batman Arkham Asylum City et... c'est lequel l'autre? Batman Arkham Knight. Je trouve que c'est la représentation la meilleure de ce qu'est Batman et un univers avec Batman. Donc moi, si le film s'inspire de ça, je suis ultra content, quoi. Et dire que la meuf de Vic continue sûrement de l'attendre. C'est un des petits points négatifs que j'ai. Je trouve que ça, c'est expédié trop vite. C'est-à-dire qu'on nous met ça sur place, mais je trouve que le fait que Vic décide finalement de suivre Oz et de ne pas suivre la route qui mène à l'amour, c'est beau, et à cette nana-là, on l'étudie pas assez après. Genre, il le vit bien, tu vois. Alors, la seule femme qu'il aime, il la reverra jamais, mais on en reparle quasiment pas. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on le travaille dans la tourmente qu'il a, tu vois. Genre, sur certaines épreuves, de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je trouve qu'il est très... bon, bah, cool. C'est un peu dommage. La film de Gotham m'a fait penser à la ville dans The Crow. Ouais, mais parce que The Crow avait tout compris. The Crow, c'était ultra gothique, c'était sombre, c'était gothique, c'était très comic book. The Crow, c'est un film visuellement, dans la direction artistique, qui est très comic book. Hein. T'as l'impression de passer de planche en planche. Et ce qu'a fait Matt Reeves sur The Batman, c'est pareil. Il a cette photographie, ce délire esthétique et visuel, où oui, effectivement, t'as un peu l'impression de voir ça. C'est ça qui est brillant.
Comment il va, mon nerds? Comment ça, mon Seb? Qu'est-ce que t'as pensé du pingouin, Seb? T'as dû le voir, toi, non? C'était Halloween. Ouais. Ouais, en plus, les thématiques sont les mêmes. Enfin, la temporalité est la même. Ah, tu l'as pas encore? Putain, faut que tu regardes, c'est trop bien. C'est trop bien. Limite, c'est l'impression, tu vois, on en parle déjà depuis 45 minutes. J'ai même pas eu l'impression de donner assez d'éloges à la performance de Colin Farrell. Mais je saurais même pas par où commencer, tellement le mec est bon et qu'il passe par toutes les émotions. Mais on a tellement parlé du pingouin que ça considère aussi, évidemment, le jeu de Colin Farrell qui est immense. Mais oui, il passe rapidement à autre chose, ouais. C'est la meilleure interprétation du pingouin. Ah, largement. Bah, largement. Oui, 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 parce que là, c'est plus qu'une petite frappe. Le problème du pingouin, c'est, enfin, que ce soit dans les films ou dans les jeux ou même dans l'inconscient, le pingouin, c'est une petite frappe. C'est pas un ennemi que tu crains. Le Joker, tu le crains. Mr. Freeze, tu le crains plus depuis Georges Clooney et Arnold Schwarzenegger. Mais sinon, globalement, le Joker, tu le crains. L'épouvantail, tu le crains. Des ennemis comme ça qui sont capables vraiment de mettre à mal Batman. Le pingouin, tu le crains pas plus que ça. Double face, tu le crains. Pingouin, non. Pas plus que ça. Et là, pour le coup, bah, il s'est mis au sommet de la chaîne alimentaire, quoi. Tu as maté la série Dune? Oui, 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 je regarderai. Je sais pas si c'est tout d'un coup, épisode par épisode, mais je pense que ce sera épisode par épisode. Je me ferai tout et je ferai un live débrief quand la série sera terminée. T'as l'impression que c'est une œuvre naturaliste où le perso évolue malgré un univers dur? Bah pas tant que ça, parce que lui est au moins aussi dur que l'univers. C'est-à-dire que pour moi, je le vois où il évolue pas malgré un univers dur, il épouse l'univers. Il épouse l'univers, c'est plutôt du style dans un univers sombre et violent, et lui, il a compris qu'il faut être pareil, il faut être sombre et violent. Et il est en osmose parfaite avec son environnement. Comme le Riddler l'était aussi, ouais, Gros Judas dans le film, ou voilà, ils sont en osmose parfaite avec ça. Il n'est pas devenu dur à cause de l'univers dur. Non, parce que dans la série, sa mère est relativement aimante, il a deux frangins, il roule pas sur l'or, mais il a sa mère, une fois qu'il tue ses frères, il a sa mère rien que pour lui. Il est dans les petits papiers de la mafia, etc. Il n'est pas devenu dur parce que l'univers est dur, il l'est de base. Parce que quand il est gosse, il n'y a que lui qui décide de tuer ses frères. Il l'est naturellement, en fait. Il a un naturel dur, violent, sombre, d'antagoniste. Que la ville a amplifié, a sublimé quelque part, même si ça n'a rien de superbe, mais qui l'a sublimé. Je pense que Farrell a instauré un nouveau standard pour les futurs acteurs du Pingouin. Comme Ledger avait mis un nouveau standard avec le Joker, Farrell a intérêt à être nominé pour l'Emmy. Mais tu sais que moi, je pense pas qu'il y aura de nouveaux Pingouins de sitôt. Hein. En vrai, et je vais même prendre un pari. Je pense que James Gunn, quand il fera les Batman, il prendra des personnages qui ne sont pas chez Matt Reeves. Justement pour laisser la part belle à ce que fait Matt Reeves. Euh, et je pense du coup qu'on n'est pas prêt de revoir un pingouin. Mais que oui, il y a un standing. Et que s'il y a des jeux vidéo, par exemple, qui envoient le jour Batman, le pingouin aura, oui, un nouveau standing. Parce qu'on se dira, putain, après ça, en fait, on peut plus en faire juste le pignouf qu'il était, tu vois. Donc possible. Mais moi, je pense que James Gunn aura énormément de respect pour ce qu'a fait Monsieur Matt Reeves. Et ce qu'ont fait les scénaristes et les producteurs de, justement, du Pingouin. Mais non, c'est une très bonne série. C'est évidemment dans mon top 10. Je vous dis pas à quel niveau. Parce que en vrai, là, les gars, et bah, avec le Pingouin, From, Shogun, et même des The Bear et Fallout et tout, et ben, il y a du beau monde hein, dans les séries pour la première place. Là, je peux vous dire que là, actuellement, je ne sais plus qui est premier. Hein. Deathstroke pour Gunn. Ouais, Deathstroke pour moi, c'est l'univers James Gunn. Ouais. La Justice League, ce sera chez James Gunn. Ce sera pas chez Matt Reeves, par exemple. Rien à voir, pour rester dans l'esprit comics, j'ai revu Blade, c'est archi bien. Ah ouais, bah Blade, oui. Pas le troisième. Pas le troisième, avec Triple H et Ryan Reynolds et Lincoln Burrows. Blade 3, c'est une catastrophe. Hein. Mais les deux premiers Blades sont très bons. Hein. Ah ouais, bah surtout le deuxième. Le deuxième de Del Toro avec la BO, l'univers ultra gore et tout, machin. Moi, je comprends pas les gens qui aiment pas Blade 2. Hein.
Il y a des gens qui disent Blade 2, c'est une honte et tout. Putain, la vache. C'est du film, pourtant. Sa phrase, la ville les a pris, quand il parle de ses frères, on peut y décerner une part de vérité. La ville a fait de haut ce qu'il est, même enfant. Il a grandi dans ce monde qui lui disait que ce qu'on veut, il faut le prendre. Oui, c'est vrai. Mais je reste convaincu qu'il avait des prédominances. Je pense que il a pris justement dans sa jeunesse des décisions qui lui étaient propres et qui l'ont confirmé dans cette idée. Mais bon, hâte de voir comment le MCU va édulcorer le perso. Ah non, mais hâte de voir déjà si le MCU va intégrer le perso. Hein. Tu te souviens du film Blade avec Mahershala Ali qui sera toujours pas sorti en 2040 hein. C'est une catastrophe ça. Non mais c'est là qu'on voit la différence aussi. C'est-à-dire que je peux pas comprendre Disney moi. Je peux plus comprendre Disney. Disney ils sont obnubilés par le MCU. Ah si non j'ai tort. Ils donnent les droits à ce... Non, non, j'ai tort. En fait, Disney, ils disent on va confier des projets qui sont pas dans le MCU à des gars de qualité, à Sony Pictures. Ça a donné Madame Web, Craven, les Venom, Morbius. C'est bien, les gars. Ça, vraiment, vous donnez ça à des gens de confiance, c'est cool. Non, mais c'est trop con. En vrai, c'est trop con parce que tu te dis putain, mais c'est pas possible. En vrai, James Gunn, il est là, genre, vous voulez faire des projets sur DC, y a pas de problème. Vous les faites à côté, moi je cherche des trucs et vous faites les autres. Les gens, ils ont pas de QI, ils seront capables de comprendre qu'il y a plusieurs projets du même, dans le même univers, mais enfin, oui, ils seront conscients qu'il y a différents projets dans différents univers, mais qui sont pourtant issus du même socle, c'est-à-dire l'univers DC Comics. Les gens le savent, ils vont pas aller regarder Matrix en se posant la question ah, tu penses que du coup on va le voir avec Superman de James Gunn après parce que franchement c'était trop bien. Non, les gens ils ont compris ça. Ils ont compris. Par contre, Marvel, ils ont pas capté ça. Marvel, ils sont obnubilés par le MCU, Disney, machin et tout, ils ont pas capté que fais autre chose. Prends un grand réalisateur, donne-lui libre cours à ça, et toi aussi, il va faire ton Joker. Toi aussi, il va faire ton The Batman. Prends un truc et fais un truc sérieux qui est pas dans le MCU, mais qui va faire dire aux gens ah merde, en fait, Marvel, c'est pas mort. Parce que là, ça y est, ils ont compris. On va voir avec. On va voir. On va voir avec. Comment ça s'appelle Daredevil Born Again, ce que ça donne. Ça a l'air d'être une bouée de sauvetage, mais bon. J'attends de voir Spider-Man noir. Bah ouais, j'aime pas du tout Nicolas Cage. Alors déjà, ça commence mal, mais oui, ouais. Si, bah techniquement, la papy sera content que j'en parle. Marvel laisse libre cours à Sony pour faire les Cross et Into the Spider-Verse. Alors oui, voilà, ça c'est la bouée de sauvetage de chez Marvel. C'est les films d'animation Into the Spider-Verse, Cross the Spider-Verse. Ça c'est génial. Mais c'est encore différent, c'est de l'animation. Pour les films hors MCU, et encore qu'ils les rattachent tant bien que mal, bah faut aller du côté de chez Morbius et Venom et tout. Je suis là, genre, vas-y, nique sa mère, quoi. Et le jeu. Et le jeu Spider-Man, mais c'est encore autre chose, du coup. Après le MCU, ils ont eu Sam Raimi récemment, cahier des charges oblige. Ouais, mais Sam Raimi, Doctor Strange 2, il fait pas un mauvais bail, hein. Sa réalisation, elle est plutôt bonne et il y a de très bonnes séquences. C'est le scénario qui est nul. Le scénario, parce que voilà, ils loupent le multivers, comme ils ont toujours loupé le multivers dans tous leurs films, à l'exception pour moi de Deadpool et Wolverine. Et du coup, c'est éclaté. Alors que la réalisation, quand il veut mettre un petit peu d'horreur ou des choses comme ça, c'est pas mal. Mais le Doctor Strange 2, pour moi, c'est pas un bon film. Miles Morales animé qui va rejoindre le MCU parce que Kevin Feige le veut. Ouais, chier. Il va le rejoindre comment, Miles Morales? Ils vont le faire comment il va rejoindre le MCU, et ça veut dire que Miles Morales, quand les trois sont sortis, ils vont prendre un mec en live action qui aura vécu ce qu'a vécu Miles Morales dans les Across the Spider-Verse. J'ai pas envie de ça. Hein. D'ailleurs, j'ai vu ta critique de Gladiator, je partage le même avis en moyenne. Bah, ça y est, les gens commencent à dire que Gladiator, c'est pas bien, enfin. Hein. Alors, il était temps, hein, mais c'est fini la fraude, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, après, il y a des gens qui ont le droit d'aimer, etc. Je dis pas le contraire. Mais j'étais très étonné de voir autant de retours positifs au début, genre phénoménal, magistral, grandiose. C'est même pas mid, hein. C'est pas bien, hein, Gladiator 2. Et les gens, là, bah voilà, une fois que les films commencent de plus en plus à sortir, bah les gens s'en rendent compte. DC est vraiment en train de renaître de ses cendres. Faut pas aller aussi loin. Faut pas aller... faut pas... Le Wistiti aime bien. Bah raison de plus. Raison de plus. Mais moi, j'irai pas jusqu'à dire qu'il renaît de ses cendres, parce que il a encore beaucoup à prouver. Il n'est même pas dans un tas de ruines, hein,
DC. Je veux dire, quand bien même l'univers de James Gunn, pour moi, les gens seront mitigés dessus. Il sera peut-être bon, hein, mais je pense que les gens, ça les mitigera quoi qu'il arrive. Parce qu'il y aura toujours des gens pour râler. DC ne tient qu'à Matt Reeves. Et à Joker, mais t'as vu la réception du public sur Joker 2. C'est-à-dire que ça y est, il y a déjà un désamour pour Joker. Le pire girouette de tous les temps, d'ailleurs. Vraiment, c'est genre, c'est un cas d'école, hein, Joker 2. Dans le genre, les gens, c'est des girouettes. Il y a un monde où le prochain Superman est à chier, ce qui tuerait dans l'œuf tous les futurs. Oui, bien sûr. Ah bah moi, Yaya par exemple, il croit énormément. Moi, pour l'instant, moi, j'ai rien vu qui me hype plus que ça. Ça a l'air plutôt de respecter à la lettre l'univers de Spider-Man. On peut avoir confiance en James Gunn, costume, identité visuelle, etc. Pas de souci. Mais il y a rien non plus, moi, qui m'a dit, voilà. Moi, je vais te dire, j'attends James Gunn après. Superman, le personnage de base, m'intéresse pas. J'attends de voir ce que va faire James Gunn après. Avec Swamp Thing, avec Superman. Oui, je sais plus ce que j'ai dit. Oui, enfin, je parle de Superman, bien sûr, ouais. Mais j'attends avec Swamp Thing ou son Batman, c'est The Old and the Brave, je crois, ou des choses comme ça. Voilà, ça, oui, The Old and the Brave, ça me parle. Mais moi, j'attends pas plus que ça, cette mouture-là. On verra ce qui se passe, mais... Moi, de toute façon, je m'en fous. Moi, j'ai eu mon album de Linkin Park, vous savez. Moi, James Gunn, il veut ma thune, il met Overflow dans un de ses films, et puis c'est bon, hein. En vrai, putain. En vrai, tu sais quoi? Overflow dans le Pingouin, ça aurait été la fin du monde. Overflow dans le Pingouin, ça aurait été là. Je vois trop Overflow, en fait, dans le Pingouin. Sur une scène de Sofia Gigante. Pour ceux qui ont vu la série et pour ceux qui ont écouté l'album de Linkin Park, Sofia Gigante sur Overflow. Ça a trop d'impact. Écoutez l'album de Linkin Park, c'est 9 sur 10. C'est du vrai Linkin Park, quoi qu'en disent les aigris et les rageux, et c'est exceptionnel. Sur ce, messieurs, dames, on va se laisser, ça va filocher en légende. Ce live sera en rediffusion complète sur YouTube très prochainement, normalement dans la semaine. N'oubliez pas que à partir de demain, on entame la semaine nostalgique. On fait 2 semaines 100% nostalgie des années 2000. Ça va regarder les MTV Unplugged. Ça va faire des reacts à Pimp My Ride. Ça va react Next Made in France. Ça va regarder de la nostalgie à gogo. Avec un peu de chance, on va peut-être même se mater American Pie. Ça va envoyer du très lourd, du très 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 sale. Ce sera dès demain pour les 2 dernières semaines de novembre où on sera sur une 100% nostalgie des années 2000. Je vous fais des bisous. Ça va parler séries. Ça va parler. Voilà, je vous dis. Donc ça c'est bien, c'est sur Twitch. Venez sur Twitch si vous êtes de YouTube pour pas louper ça. Et pour les autres, je vous dis à demain. Des bisous en immense légende.